Le deuxième sujet, on va parler de Change Data Capture. Voilà. Déjà pour satisfaire un peu ma curiosité personnelle, si je dis Change Data Capture, est-ce que le sujet parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a déjà des notions sur ce que c'est? Pas les Lyra, mais les autres? OK. Et parmi vous, ceux qui connaissent déjà le Change Data Capture, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le mettre en pratique, donc sur de véritables projets et de le faire tourner en production? Je vois des oui, super. Donc vos retours d'expérience vont nous intéresser aussi, on pourra confronter. Donc Lyra, comme vous le savez, on propose des services de paiement, on ne propose pas de services sur le CDC. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est pas de vous vendre du rêve, sur, quelque chose de simpliste, sur, voilà, le CDC, c'est magique. L'idée, c'est plutôt de vous faire un retour d'expérience sur la mise en œuvre du CDC chez nous et l'ensemble des problèmes qu'on a pu rencontrer, les expérimentations qu'on a faites et les solutions qu'on a apportées. Ah, ma présentation va se découper en 4 parties, donc je vais essayer de vous expliquer brièvement le contexte du pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au CDC chez nous. Ensuite, j'expliquerai, très brièvement le fonctionnement, le concept, que porte en fait ce CDC. La 3e partie, c'est la partie où il faudra être le plus réveillé, je pense, c'est, voilà, c'est nos expérimentations. Ce qu'on a essayé de faire, ce qui a pas marché, ce qui a un peu marché et ce qui a le mieux marché pour nous. Et puis enfin, une petite conclusion avec, voilà, quelques préconisations, ou recommandations, personnelles. En ce qui concerne le contexte, donc, ce contexte est arrivé sur la table par rapport à un des produits que nous développons chez nous, qui est une plateforme de paiement pour le e-commerce. Donc cette plateforme de paiement par rapport à ce slide-là, il faut la voir, donc c'est le rectangle que vous voyez en bas. Donc nous fournissons une plateforme de paiement. Nous avons des clients qui sont donc des marchands, des e-commerçants qui vont, intégrer nos services pour être capables, de faire payer des acheteurs qui récupéreraient sur leur site e-commerce. Donc vous avez en haut à droite le marchand et en haut à gauche l'acheteur. Les 2 rectangles rouge et bleu, les couleurs sont pas totalement anodines, c'est pour dissocier en fait 2 types de cas d'utilisation bien particuliers, qui sont les 2 cas d'utilisation qui vont nous intéresser pour la présentation d'aujourd'hui. Donc à gauche, vous avez l'acheteur qui, va constituer son panier sur un site, marchand, puis qui va, avoir à payer en fait ce qu'il a commandé. Au moment où il va vouloir payer, c'est là où, il va être redirigé sur notre plateforme de paiement. Nous, ce sont nos services de paiement temps réel les plus critiques que nous avons, sur lesquels, enfin que nous surveillons comme le lait sur le feu, si vous voulez. Parce qu'un un acheteur, mécontent, c'est un marchand mécontent et un marchand mécontent, c'est pas bon pour Lyra. Donc on est vraiment, axé sur, la disponibilité de ces services-là. À droite, vous avez plutôt tous les services qui concernent le marchand lui-même. Donc le marchand, forcément, pour être capable d'intégrer notre solution sur ses sites, marchands, il va avoir de la configuration à faire, de l'administration et cetera, donc tous ces usages-là. Et d'un autre côté, il va avoir toute son activité qu'il va pouvoir suivre au travers des outils qu'on va lui proposer. Donc c'est là où on va lui proposer un certain nombre de services qui sont plus orientés, BI, analytique, reporting et cetera. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'au final, on a on est sur une activité qui est en croissance. On a, cette problématique de notre plateforme de paiement qui va devoir, accueillir de plus en plus de paiements à la seconde et donc on se pose les questions de faire scaler notre plateforme. Et lors de nos différentes analyses sur les différents points qui pouvaient être des facteurs limitants sur la scalabilité de notre plateforme, on s'est rendu compte qu'un des éléments limitants était la base de données, où au final, on avait modélisé nos paiements, d'une seule et même manière dans une base de données relationnelle, qui est très bien adaptée pour toute la partie temps réel, donc toute la partie rouge que vous avez, à gauche. Oui, c'est à gauche aussi. Par contre, pour toute la partie, à droite, tous les usages de type, BI, la donnée était assez peu adaptée pour ça. Donc pour pallier ces problèmes-là, la donnée que vous avez dans cette base SQL, elle a été, indexée de toutes parts pour être capable de couvrir au mieux ces usages, de reporting. Mais au final, de faire cohabiter ces 2 use cases sur les mêmes données, sur le même modèle de données, fait qu'on pénalise le temps réel et on a du mal à le faire scaler. Voilà, donc d'un côté, on a du mal à faire scaler notre temps réel et de l'autre côté, on a toutes les API de type BI et analytique
qui sont, sous-optimales parce qu'au final la donnée elle est pas modélisée de la manière la plus optimale qui soit pour, servir ces use cases là. Donc par rapport à ces conclusions-là, on est parti sur, un projet et une volonté de séparer nos données, donc on va parler de données chaudes et données froides globalement, pour pouvoir faire scaler indépendamment ces 2 pans fonctionnels différents sur notre plateforme. L'objectif était de désindexer fortement toutes les données qu'on avait sur notre modèle SQL pour être capable, d'être plus efficace en écriture sur la partie temps réel et d'un autre côté, d'aller modéliser nos paiements dans une base de données qui soit beaucoup plus orientée pour la partie, analytique. Hem, pour ça, on a exclu, très rapidement, de fonctionner par batch et ce qu'on souhaitait vraiment, c'est avoir, quelque chose qui soit au plus proche du temps réel et d'alimenter notre base de données analytique, donc la base de données que vous avez en bleu là, à droite, le plus en temps réel possible. Donc on était tout à fait d'accord que ça serait pas du synchrone, ça serait pas fortement consistant, mais un décalage de 1 seconde, quelques secondes, on était tout à fait prêt à travailler avec ce genre de décalage de données, mais avec quelque chose qui soit quand même orienté temps réel. Donc une fois qu'on s'est décidé à partir sur cette trajectoire-là, on s'est posé la question de comment faire. Donc, la 1re, solution naïve qui peut venir à l'esprit, c'est de se dire: «On va le traiter, sur la partie applicative». Ça veut dire qu'au lieu d'aller écrire dans notre base de données chaude, tous les écrivains, qui vont créer du paiement sur cette base de données chaude vont aussi se débrouiller pour aller faire écrire dans cette base de données froide. Donc on peut penser à des systèmes de messaging, on va aller envoyer des événements métiers, sur un bus de messages et puis derrière, on va avoir cette base de données analytique qui va pouvoir, être consolidée au cours du temps. Le problème avec ça, quand on y a réfléchi, pas plus que 10 minutes, c'est qu'on s'est dit: «Comment est-ce qu'on va garantir la fiabilité de ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va garantir dans le temps qu'on n'a pas de désynchronisation de données entre les écritures qu'on fait sur notre base de données chaude et les données qu'on va présenter dans notre base de données analytique, dans notre base de données froide. Même si on arrive à modifier l'intégralité de nos applicatifs, ce qu'on ne voulait pas faire parce qu'on a déjà un existant qui est assez important, comment est-ce qu'on s'assure qu'on voit passer toutes les écritures? Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas un humain qui va aller se connecter à la base de données, faire un update sur la base de données? Et à partir de ce moment-là, on n'a plus la synchronisation, on n'a plus les données qui sont synchronisées. Et à partir du moment où on a un doute, à partir du moment où on n'est plus sûr d'avoir les données qui sont, synchronisées dans les 2 systèmes, il y a tout qui s'effondre. Ça veut dire qu'on va se lancer dans des systèmes de fonctionnement avec, des contrôles de cohérence, de rattrapage et cetera. On aura du mal à bâtir de la fonctionnalité sur cette base de données froide parce qu'on n'aura jamais confiance dans l'état des données qui sont dedans. Donc c'est une solution qu'on a rapidement écartée. On s'est dit: le seul organe qui voit passer de manière sûre et certaine l'intégralité des changements, c'est la base de données. Donc ça serait peut-être plus intelligent de redescendre cette synchronisation de données sur la base de données elle-même. Donc, là, l'idée, c'était à chaque fois que j'ai un changement dans ma base de données chaude, je publie un message quelque part qui sera capté et je mets à jour ma base de données froide. La question, c'est comment est-ce qu'on fait? Ce qui vient souvent à l'esprit si on pense réagir à un changement, de données sur une base de données, c'est les triggers. Les triggers, je vous cache pas que ça nous enchantait, pas plus que ça. Voilà, on est très, très couplé à la base de données. Pour faire des choses simples, ça marche et c'est déjà pas la folie. Pour faire des choses compliquées, on se le voyait pas trop. Là, on parle d'appeler un processus externe. Ça veut dire que ça serait un trigger dont l'exécution de la fonction devrait donner lieu à l'émission d'un message à l'extérieur de la base, à envoyer un message dans Kafka ou ce genre de choses, qui, dit, comment on appelle ça? Fonction, custom dit, probablement, développer des trucs en C ou en C++. Ça nous faisait pas trop envie, en tout cas, voilà, de nous lancer sur ce genre de scénario. On se voyait pas trop maintenir ce genre de système dans le temps et c'est donc là où, on a entendu parler du CDC. On a creusé un petit peu le sujet en se demandant si c'était pas une solution plus viable et plus pérenne, que les solutions précédentes. Donc on s'est un petit peu renseigné sur le sujet. Alors le CDC, sur un slide pour essayer de vous résumer comment ça fonctionne. C'est de se dire, voilà, les bases de données pour assurer leur propriété de consistance, et de durabilité, elles vont s'appuyer sur un journal des opérations. Donc c'est un journal des opérations qui va permettre à la base de données, en cas de crash, quand elle repart, de pouvoir se retrouver sur un état cohérent. C'est un journal des opérations qui va permettre à la base de données, potentiellement, de se synchroniser vers, d'autres instances. Donc, quand vous faites des clusters avec des nœuds primaires et des nœuds secondaires, le mécanisme de réplication interne à la base de données va s'appuyer
sur ce journal des opérations. Donc ce journal des opérations, on sait que c'est fiable, on sait que la vérité est contenue dans ce journal des opérations, puisque c'est ce qui fait foi pour la base de données. Et donc le Change Data Capture, l'idée, c'est de s'appuyer sur ce journal des opérations-là pour capter, les changements. L'intérêt du Change Data Capture, c'est que ça va vous permettre d'être quand même beaucoup plus découplé, de la base de données qu'un système à base de triggers. Donc vous allez avoir cet outil, on va dire, de CDC qui va lire ce journal des opérations et pour chaque opération de changement qu'il va avoir passé, il va le mettre à disposition. Donc il va le mettre à disposition, hem, de différentes manières en fonction des outils que vous intégrez, mais classiquement, on va le retrouver sur des bus de messages. Ça va être de la MQP, du GMS, du Kafka, et cetera. Et donc une fois que ces événements de changement sont mis à disposition à l'extérieur de la base de données, vous n'avez plus que des consommateurs à brancher dessus pour pouvoir traiter les événements comme vous le voulez. Donc les exemples classiques, de consommateurs, ça va être, bâtir par exemple un système d'audit log. Donc si vous voulez avoir, les preuves de qui a modifié quelle donnée et quand et maintenir ça à jour de manière fiable, vous pouvez vous appuyer sur ça. Vous pouvez, consolider vos données, enfin alimenter un data lake avec, les données, qui seraient, de tous les changements dans votre base de données. Vous allez pouvoir construire des systèmes de cache. Au système de cache, c'est super intéressant en fait puisque vous allez avoir votre cache qui sera toujours à jour. Plutôt que d'être sur des caches qui sont rafraîchies de temps en temps avec des TTL ou autres, là vous allez être sur un cache dont les données seront, continuellement à jour, donc c'est assez sympa. Puis c'est des systèmes qui sont assez résilients puisque si votre système de Change Data Capture, il plante, quand il va repartir, il va pouvoir se repositionner par rapport à à ce journal des opérations, c'est une binary log, et pouvoir repartir et reconsommer à partir de là où il en était. Donc sur le papier, c'est super séduisant par rapport aux solutions précédentes et on s'est dit: «Oui, par rapport à ce qu'on cherche à faire, ça paraît être la solution la plus adaptée». Donc on a creusé un petit peu comment implémenter ça. Quand on regarde quelles sont les solutions de CDC actuellement sur bah, disponibles et production ready, il y a les candidats se comptent sur les doigts d'une main au final. Et très vite, on tombe sur Debezium, donc Debezium qui est une solution open source écrite en Java, qui est, c'est sponsorisé par Red Hat, mais c'est open source. Ça Il a des connecteurs vers pas mal de bases de données, donc la plupart des bases de données relationnelles sont supportées. Donc vous avez du MySQL, du Postgre, du, SQL Server, de l'Oracle, et cetera. Il y a quelques bases de données, NoSQL qui sont supportées comme MongoDB ou Cassandra. Donc voilà, c'est assez polyvalent. Le seul inconvénient, c'est que vous pouvez pas choisir, le système de transport qui va acheminer vos événements à l'extérieur de Debezium, c'est Kafka. En fait, Debezium est fortement couplé à Kafka, que ça soit pour émettre, les événements qu'il va capter ou que ça soit pour gérer lui-même son état. Pour être capable d'être résilient, tout fonctionne sur Kafka. Et donc là, on s'est bien projeté sur la solution. On s'est dit: «Bon, alors on a une base de données, en source, SQL», donc c'est du MariaDB pour la petite histoire. On va, connecter Debezium sur notre, binlog, de MariaDB. Debezium peut être instancié sous forme d'un connecteur Kafka Connect. Donc, on s'est dit: «Voilà, une boîte noire, super, on va l'instancier, on va lui donner la conf pour se connecter à MariaDB, on va lui donner de la conf pour se connecter à Kafka». Nos paiements, ils vont arriver dans Kafka et puis là, on va brancher un connecteur de type, Elasticsearch. On va prendre nos paiements et on va les mettre dans Elasticsearch qui seront, indexés tout bien comme il faut et puis, comme ça, toutes les API qu'on met à disposition des marchands pour pouvoir faire, du reporting ou de la BI, ça va bien fonctionner. Donc pareil, sur le papier, ça devrait le faire. Ensuite, on a été confronté à la réalité et donc, hem, la première réalité à laquelle on a été confronté, c'est, la partie cohérence des données. Quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé quand on avait pu lire, 3 billets Medium sur le sujet, mais par laquelle on s'est vite fait rattraper. Alors, nous, dans tout ce qu'on avait lu, jusqu'à présent, quand ils expliquaient le CDC, ils disaient, «Bon, on a une table de paiement, on la capture et on retrouve les paiements dans Kafka». Sauf que nous, un paiement, ça tient pas dans une table, ça tient dans un modèle relationnel, une base de données relationnelle, donc on a fait un modèle relationnel. Jusque-là, je pense, pas qu'on soit à côté de la plaque et on a beaucoup de tables et on a beaucoup de relations, d'un peu tous les types de cardinalité. Voilà, rien de déconnant, mais voilà, c'est un modèle avec beaucoup de tables. L'objectif, c'est de mettre, cette donnée qui est relationnelle dans des documents dans Elastic. Donc ce qu'on souhaitait faire, c'est finalement faire des gros documents où un document égale un paiement
Et dans un document élastique, vous allez retrouver l'intégralité des données qui sont éparpillées dans cette trentaine de tables SQL. Bon. Donc on avait une idée du modèle source qu'on avait, on avait une idée de la cible qu'on voulait avoir côté Elasticsearch, comment est-ce qu'on voulait que nos données soient modélisées. Nous cherchait, voilà, il fallait juste qu'on trouve la solution pour faire passer l'un à l'autre en déployant du Debezium. Donc la première expérimentation qu'on a faite, c'est, avant de chercher les problèmes, on s'est dit: «On va mettre en place Debezium de la manière, telle que c'est documenté», donc de la manière la plus, naïve qui soit, avec un peu la configuration par défaut de Debezium. Et donc, c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait Debezium, alors il y a 2 points. Déjà, il capture des événements à la maille de la ligne du changement. D'accord? Donc on est vraiment à la maille de la ligne de la table qui est modifiée, ou créée ou supprimée. Vous avez un exemple en bas à gauche de à quoi ressemble un événement Debezium qui va être émis. Donc finalement, il va vous donner quelques informations sur le type de l'opération. Donc ici, c'est une création. Quelques informations sur l'origine du changement. Donc ici, il va vous dire que c'est, la table customers, que l'événement il a été lu dans le fichier de binlog qui s'appelle MySQL bin003 et cetera. Et que cet événement est le résultat, du statement qui a été exécuté, qui est un insert into customers et cetera. Il va vous donner la valeur de la, ligne avant l'événement. Ici, c'est nul parce on est sur une création et la valeur de la ligne après, cet événement qui est donc, ID 1004, first name Anne et cetera. Donc voilà, bien voir déjà que l'unité de traitement de Debezium, c'est la ligne de la table. L'autre point qu'il faut noter, c'est que Debezium, son comportement par défaut, c'est d'envoyer les événements donc dans des topics Kafka, mais de séparer les topics par table. Donc si vous avez 30 tables que vous capturez avec Debezium, le fonctionnement logique, c'est d'avoir 30 topics dans Kafka et chaque topic va contenir uniquement les événements de la table en question. Donc ici, je vous l'ai représenté avec 3 tables qui auraient des relations. Si vous faites des modifications dans ces 3 tables, que Debezium les capture, vous allez avoir ces événements qui vont être, ventilés sur ces 3 topics. Donc nous, on s'est retrouvés avec nos données de paiement qui sont retrouvées dans une trentaine de topics et l'objectif, c'était de récupérer des bouts de tout ça pour pouvoir les réagréger et en faire des documents qui soient, cohérents, des documents par paiement. J'ai un peu questionné sur comment est-ce qu'on arriverait à réunir toutes ces informations-là et je vous passe les différents errements qu'on a eus, mais au final, on est plutôt parti sur du Kafka Stream pour essayer de recoller les morceaux. Bon, ça a pas trop marché et on n'a pas creusé plus que ça parce que, le fond du problème, il était pas là. Le fond du problème, il était que, on avait des, paiements qui se retrouvaient dans des états complètement incohérents dans notre base de données Elasticsearch. Alors, j'ai essayé de vous le représenter avec ce petit schéma-là. Vous avez ça se lit du haut vers le bas, donc c'est le temps qui défile du haut vers le bas. À gauche, vous avez ma base de données, SQL et à droite, vous avez ma base de données Elasticsearch. Prenons l'exemple de la création d'un nouveau paiement sur la plateforme. Donc à T0, tout se passe bien, le paiement, il existe, ni dans ma base SQL, ni dans ma base Elasticsearch, c'est plutôt facile. Au bout d'un moment, j'ai des services métiers, temps réel qui vont vouloir créer le paiement dans ma base de données MariaDB. Donc, il va y avoir une ouverture de transaction SQL qui va être faite à un moment donné ou un autre et puis on va avoir des statements qui vont passer à l'intérieur de cette transaction pour faire des insertions et des updates dans un certain nombre de mes 30 tables. Pendant ce temps-là, grâce à l'isolation transactionnelle de ma base SQL, on est sûr que si, un client, essaie de rechercher ce paiement-là sur ma base de données MariaDB, il ne va pas le trouver. Une fois que la transaction est terminée, qu'on la commit, tout se passe bien, on la commit, là on sait que sur cette base SQL, on a ce paiement-là qui a été créé, qui est visible de tous et qui est dans un état cohérent puisqu'il respecte, l'ensemble des contraintes d'intégrité qu'on a pu positionner sur notre modèle. Tout va bien. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au moment où le commit a été effectué, c'est là où, l'inscription de tous ces statements vont avoir lieu dans la binlog. Debezium va les capter et il va, nous reventiler, tous ces statements-là, enfin, tous les événements qui résultent en fait de l'application de ces statements-là dans ces topics. Et donc c'est là où, notre, streaming va commencer à récupérer ces morceaux de paiement et à essayer de faire les agrégations.
Et si vous regardez le schéma à droite sous OLAP, c'est là où vous voyez que, à partir de ce moment-là, on va commencer à créer, le document dans Elasticsearch et à le mettre à jour. Il va prendre successivement des états différents, ce document élastique. Au petit bonheur la chance, puisqu'au final, comme, mes événements qui étaient séquentiels dans ma base de données se retrouvent dans différents topics et que Kafka n'assure aucun ordre sur, différents topics, les choses vont être consommées dans un ordre que je ne peux pas prédire. Et donc, mon paiement, il va prendre différents états. Donc, potentiellement que d'abord, il sera créé avec, des infos, mais même pas les informations de base. Et puis petit à petit, il va se remplir, jusqu'à temps qu'on arrive à un état du paiement qui, correspond finalement à la dernière instruction qui aura eu lieu avant le commit et puis, il aura pris une tête à peu près, conforme à ce qu'on en attendait. Mais entre le moment où les premiers événements sont lus et le moment où le dernier événement est lu, tous les états qui sont entre les 2 ne correspondent à rien. Ils correspondent à aucune réalité, qu'il y aurait eu dans ma base de données, SQL. Et s'il y a un lecteur qui va s'adresser à Elasticsearch pendant ce laps de temps-là, il va récupérer un état de paiement qui respecte absolument pas ni les contraintes d'intégrité du modèle, ni les règles métiers qu'on a pu avoir. Et ça, c'était rédhibitoire pour nous. Voilà. Il y a peut-être des use cases métiers sur lesquels, c'est tolérable, et pour nous, c'était pas possible. Donc le fonctionnement de Debezium nativement tel quel, pour nous, ne pouvait pas convenir. La perte de l'ordre, c'est le fait d'avoir finalement les événements qui soient dans différents topics. On peut vivre avec. Faut juste en être conscient quand on consomme la donnée dans le système cible. Ça, voilà, on peut vivre avec en fonction des use cases. Par contre, les états intermédiaires incohérents, là, c'est un petit peu plus compliqué, quoi, surtout quand on fait du paiement. Donc pour nous, c'était rédhibitoire. En plus, je vous cache pas que la partie Kafka Stream à faire, pour réunir, les morceaux, c'est pas simple. On se dit que dès qu'on va faire évoluer le modèle de données, qu'on va rajouter une table, quelque part, liée au modèle de paiement, va falloir revoir la topologie de streaming. C'est pas ça. Enfin, la notion de transaction, vous avez dans la base à gauche, OLTP, elle disparaît complètement une fois qu'on est passé par Debezium, et ça, c'est le fond du problème. Donc on a creusé un petit peu et on s'est rendu compte donc qu'il nous manque, voilà, la notion de transaction. Et donc en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que côté Debezium, en changeant de 3 options, on était capable de récupérer des informations sur les transactions. On dit: «C'est super parce que c'est ce qui nous manque». Donc on a changé ces options-là et ce que ça apporte en fait, c'est que Debezium va venir enrichir les événements qu'il vous met à disposition en vous mettant des informations sur la transaction à laquelle l'événement est rattaché. Donc c'est la partie en bas à gauche en orange là, vous avez toujours le même événement d'Ebesium qui dit qu'il a créé, une ligne, Anne, Kretschmar. Il va vous dire aussi: «Cette création-là, elle résulte d'une transaction qui a tel identifiant». Cet événement-là, c'est le premier événement, de la tran enfin qui est lié à cette transaction-là et c'est même le premier événement de cette table-là à être concerné par la transaction. C'est à peu près ce qu'il vous dit. Et de manière séparée, Debezium va, dans un autre topic, vous envoyer des événements de type transaction. Donc il va vous envoyer les begin et les end transactions. Et donc on s'est dit, bah, finalement, avec les 2 informations, on va être capable de redonner un peu de transactionnalité à ce qu'on avait perdu sur notre première itération. Donc, il fallait absolument qu'on retrouve l'ordre des opérations qui étaient effectuées. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est mettre tous les événements, de changement dans un et un seul topic, voire même une seule partition du topic pour être sûr de garder l'ordre. On a réussi à le faire. Je vous cache pas que je vous le déconseille, mais on a réussi à le faire. Et sur un autre topic, on se retrouve avec les événements de transaction. Et on s'est dit avec ces 2 topics-là, eh bien, on va faire pareil sous forme de streaming. On va essayer finalement de reconstituer les transactions, qui ont eu lieu côté base de données. Et une fois qu'on a ces transactions-là, on est capable de reconstituer des paiements qui sont cohérents et ces paiements cohérents, on va pouvoir les output et les faire indexer par Elasticsearch. Alors, on a réussi à faire marcher le système, sur des cas simples, sur nos premiers cas nominaux. On avait déjà listé un certain nombre de cas, qu'on n'a pas pu tester, mais on n'était pas du tout sûr d'être capable de les faire fonctionner. Ce qui nous embêtait beaucoup, c'était déjà d'être basé sur un hack Debezium, parce que le fait de mettre des événements de plusieurs tables différentes dans un seul topic, c'est pas prévu par Debezium, en fait. On a détourné une fonctionnalité de Debezium qui permet de router des événements dans des topics différents. La fonctionnalité de base, elle est faite pour, les personnes qui ont des tables, partitionnées, qui font du sharding. Vous voulez mettre finalement les événements des différentes partitions
dans un seul topic. Donc ils ont prévu une fonctionnalité qui vous permet un peu de router différemment vos événements dans des topics, mais ça n'a jamais été prévu pour mettre des événements qui concernent des schémas de table différents au même endroit. Donc il se plaint un petit peu au démarrage d'Ebesium. Bon, on a réussi à faire marcher le truc quand même, parce qu'on en avait besoin, on avait besoin de garder l'ordre, mais ça n'a jamais été prévu pour. Donc c'est pareil, on ne se voyait pas trop maintenir ça dans le temps. Et là, je vous cache pas que la partie Kafka Stream, ça a été une autre paire de manches aussi, très stateful, avec beaucoup voilà, d'états à maintenir pour être capable d'attendre un petit peu les différents événements qui auraient pu arriver de part et d'autre, jusqu'à être sûr qu'on n'attend plus rien, que c'est vraiment la fin de la transaction. Et là, on peut libérer le paiement parce qu'on considère que retrouver l'intégrité transactionnelle. Donc ouais, ça faisait plus peur qu'autre chose, quoi, déjà sur l'expérimentation, quoi. Donc on était un petit peu au fond du trou. Donc on s'est dit: «C'est bizarre, on a des problèmes bizarres». Donc en général, quand on a des problèmes bizarres, c'est qu'on essaie de faire des choses bizarres. Bon, finalement, en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que non, on n'était pas les seuls à se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour gérer de manière consistante des données qui sont représentées de manière relationnelle. On s'est rendu compte aussi que pour beaucoup de personnes, ça posait pas de problème parce qu'ils étaient sur des use cases métiers où ils pouvaient se permettre l'inconsistance des données, donc ils étaient dans des cas favorables. Et pour tous les autres, Debezium apporte une solution, alors pas au travers de leur outil, mais ils l'ont simplement mis sur un blog quelque part. Ils expliquent un pattern qui pourrait répondre aux besoins, qu'ils appellent le pattern outbox, que je vous partage ici, parce que ça peut être intéressant si vous démarrez du CDC, notamment sur des nouvelles applis. L'idée derrière l'outbox pattern, c'est de se dire, Debezium, plutôt qu'il ne capture des événements techniques qui sont trop bas niveau, Debezium, on va lui faire capturer des événements métiers. Donc pour ça, l'idée c'est quoi? C'est vous rajoutez une table dans votre modèle qui est destinée à contenir des événements métiers. Donc c'est une table dans laquelle vous allez faire que des inserts au final. Et le modèle de données, il est assez simple, hein, c'est un identifiant d'événement, un type d'événement et la valeur de l'événement que vous voulez faire propager par Debezium. Et ensuite, c'est à l'applicatif de s'assurer qu'elle va aller faire ses updates en base et dans le même temps faire l'insert dans cette table d'événements métiers. Grâce à la partie transactionnelle que vous avez sur votre connexion à la base de données, vous êtes sûr de ne pas avoir de problématiques de commit distribués ou de choses comme ça, puisque au final, si votre opération réussit, vous pouvez committer l'intégralité des changements, y compris ce que vous avez mis dans votre table outbox. S'il y a un rollback, il y a un rollback sur tout. Donc c'est séduisant dans l'idée, puisque derrière, ensuite, Debezium, vous le configurez pour qu'il ne capture que les changements liés à cette table outbox. Et ensuite, comme ce sont déjà des événements métiers, finalement, le travail, il est pré-mâché. Vous avez juste à les mettre à disposition sur un topic et à les traiter en tant que tels. Donc en l'occurrence, nous, on aurait mis des événements qui représentent des paiements, Debezium les aurait capturés, et ensuite, on aurait été capable de les indexer dans Elastic comme on le souhaitait à la base. Le problème la raison pour laquelle, en fait, on n'a pas poussé l'expérimentation plus loin sur ce pattern outbox, c'est que ça contredisait un petit peu un des besoins qu'on avait à l'origine du projet. C'était déjà d'essayer de ne pas être intrusif sur les applications, de ne pas avoir à modifier toutes nos applications. Et la problématique, elle était aussi d'être sûr de capter tous les changements. C'est-à-dire que si j'ai une action de support, parce qu'on ne va pas se cacher, ça arrive, de temps en temps, il faut corriger de la donnée qui a été vérolée, il faut se connecter à la base, il faut faire un update sur la base en dehors d'une application qui a les règles métiers. Lorsque cet update-là, il est fait, comment est-ce qu'on s'assure qu'on fait aussi le bon insert qui va bien dans cette table outbox pour que le changement soit reflété et propagé vers les autres systèmes? On n'est pas sûr de ça. Donc après, on a réfléchi à des solutions intermédiaires en se disant: «Est-ce qu'on peut pas bricoler entre les deux?» Ça veut dire alimenter cette table outbox à partir de triggers pour essayer de redescendre la problématique côté base de données. Au final, tout ça, on a plutôt exclu cette solution-là, quoi. Mais voilà, si vous partez sur une nouvelle application, potentiellement, ça peut être intéressant de se tourner vers ce pattern-là. Alors, on était un peu, ouais, au fond du trou à ce moment-là et on s'est dit: «Bon, là, on détourne trop l'utilisation de Debezium. De toute façon, la cohérence de données, le seul endroit où on l'a, c'est la base de données, donc tant pis. On va faire des choses plus simples, on va laisser Debezium capturer les événements techniques. Nous, de ces événements techniques, la seule chose qui va nous intéresser, c'est l'identifiant du paiement qui est concerné. Et une fois qu'on sait l'identifiant du paiement qui est concerné, on va faire un get à la base de données, on fait un select, on récupère un paiement qui, lui, est cohérent, et puis c'est lui qu'on va output. Donc c'est la grande flèche rouge que vous voyez qui va de la droite vers la gauche. Donc là, on était à demi satisfait dans le sens qu'on est quand même sur un anti-pattern par rapport à du streaming. Sur un streaming, l'idée, c'est quand même de traiter le flux avec les données qu'on a et éviter les appels sortants.
Donc ça nous plaisait moyennement, mais ça a le bon goût de fonctionner, d'avoir des données cohérentes qui pour nous était le cœur du sujet, hein. Ça veut dire que finalement, tant pis pour la latence qu'on augmenterait, ce qu'il nous faut, c'est de la cohérence, on ne peut pas passer outre. On on revenait à une utilisation standard de Debezium, donc là, il y a pas de hack, il y a pas de workaround, il y a rien. C'est simple à comprendre, c'est simple à expliquer, ça va être simple à maintenir. Le seul inconvénient, effectivement, c'est légèrement la performance puisque cet appel sortant, il est fait très tardivement, il y a de la latence, ce que je vous ai pas dit, c'est que la base de données MariaDB et le Kafka, ils sont chez nous très éloignés l'un de l'autre, donc la latence a aussi, un rôle important à y jouer. Mais au moins ça nous donnait une solution, qui nous permettait de conserver, un fonctionnement à base de CDC et qui corresponde à nos besoins en termes de consistance des données. Avant de se jeter, peut-être la première dans cette implémentation-là, en creusant un petit peu plus, on s'est rendu compte qu'il y avait une fonctionnalité qui était assez peu documentée par Debezium lui-même, parce qu'ils n'encouragent pas forcément ce mode-là, qu'ils appellent le Debezium Engine. Donc le Debezium Engine, c'est, l'idée que au lieu d'intégrer Debezium comme une, boîte noire que vous déployez et configurez, vous pouvez l'intégrer comme une librairie. Donc Debezium, c'est écrit en Java, ça va se connecter à votre base de données SQL en JDBC. Donc finalement, vous pouvez l'intégrer dans à peu près n'importe quel stack, Java classique, du Spring Boot, du Quarkus ou ce que vous voulez. Et donc l'intérêt, pour nous en tout cas, c'est bon, déjà, c'est pas un écosystème complètement exotique pour nous, mais en plus, ça nous permettait d'avoir la main et le contrôle sur, les événements qu'allait émettre Debezium au plus tôt. Donc comment ça fonctionne? Donc on a créé une application Spring Boot. On a mis la librairie Debezium dedans et à cette librairie Debezium, on va pouvoir, rajouter du code, applicatif à nous et être à l'écoute de tous les changements captés par Debezium. Donc, quand on va déployer notre application Spring Boot, Debezium va se connecter à la binlog, de notre base SQL. Il va capter les changements, il va nous les envoyer, au sein de l'application et nous, on va en faire ce qu'on veut. En faire ce qu'on veut, c'est, bah, finalement, on va extraire les identifiants des paiements qui sont concernés par ces changements. On va faire les selects, dans la base de données, donc c'est la flèche que vous avez en bas et ensuite on va envoyer les paiements dans Kafka et une fois qu'on a les paiements dans Kafka, on va acquitter, auprès de Debezium le fait qu'on a bien traité les événements qu'il nous a envoyés. Comme ça, Debezium sait que lui peut continuer à traiter les événements qui vont passer dans la binlog. Donc finalement, c'est une adaptation de l'architecture précédente, sauf qu'on corrige le principal point qui était de faire, un get à la base de données très tardivement par rapport au traitement du flux, puisque là, notre application Spring Boot, elle travaille vraiment à côté de la base de données pour le coup, au plus tôt. Et donc malgré voilà, la faible latence induite par le fait d'aller chercher, des paiements auprès de la base de données, via la flèche du bas, on est quand même sur une solution qui est, plutôt efficace et qui nous permet de rester sur des choses simples, quoi. Donc voilà, il y a pour nous beaucoup d'avantages. Le seul inconvénient, c'est, que la promesse de Debezium qui est qu'on a juste à le déployer comme une boîte noire, on l'a perdu. On l'a perdu parce qu'on a dû l'intégrer sous forme de librairie et bah, voilà, on a créé un peu de code glue autour de Debezium, mais au final, le code qu'on y a créé et l'ensemble de la solution reste beaucoup plus simple et plus maintenable que toutes les solutions précédentes que j'ai pu vous présenter, où on aurait dû composer, N composants qui auraient fait du streaming avec un résultat qu'on aurait contrôlé assez mal. Alors, c'est le jug, donc j'ai quand même mis un slide avec, un peu de code Java. Juste pour démystifier, qu'est-ce que ça veut dire intégrer Debezium, sous forme de librairie? C'est pas compliqué. Donc ici, c'est un exemple de classe, et de bin, Spring. Donc à gauche, vous avez un bin qui va, être chargé de contrôler, Debezium lui-même. Ça veut dire de l'instancier, de le démarrer et puis, de l'arrêter. D'accord? Donc instancier Debezium, c'est pas compliqué du tout. Vous faites un Debezium engine create, vous lui passez des properties, puisqu'au final, quand vous configurez Debezium, dans Kafka Connect, c'est juste un ensemble de properties à passer. Donc là, c'est la même chose à passer là. La petite ligne importante, c'est le notifying du change handler. C'est là où vous allez indiquer un handler à vous qui va se faire notifier à chaque fois que Debezium a des changements à vous communiquer. Et puis ensuite, vous le faites tourner sur un thread à part, parce que Debezium, c'est comme une loupe, infinie, il est en polling permanent sur la binlog. À droite, la partie un peu plus, intéressante, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir réagir aux événements que va vous envoyer Debezium. Donc vous implémentez un change consumer, voilà,
et en entrée, il va vous envoyer une liste, d'événements et un objet, un committeur qui va vous permettre de flaguer, si vous acquittez ou pas, le traitement de cet événement-là en particulier. Donc schématiquement, nous, l'implémentation qu'on en a faite, ça ressemble à peu près à ça. Ça veut dire qu'on va aller rechercher tous les paiements qui correspondent à des événements et on va envoyer tous ces paiements via Kafka. L'intérêt, sur, cette partie-là, applicative, c'est que là, on est vraiment dans, les sentiers battus de ce qu'on sait faire chez Lyra. On est sur, du Spring Boot avec du JPA. On peut réutiliser notre modèle JPA qui modélisait en fait ce qu'on a côté base de données. Donc on est vraiment sur de la réutilisation assez bonne de ce qu'on a à côté. C'est facile à implémenter. Voilà, ça va pas dépayser un développeur qui intervient sur une autre application, quoi. Un petit peu de gestion d'erreur s'il le faut. Vous choisissez de faire, ce que vous voulez. Donc nous, par exemple, on préfère, mettre dans des dead letters, tout ce qui se passe mal et continuer à dépiler, mais bon, ça, c'est des choix personnels. Et à la fin de votre méthode, vous indiquez si, vous allez indiquer à Debezium quel est le statut, des événements que vous avez traités. Est-ce que, chaque événement, vous le considérez comme traité ou pas? Et est-ce que le batch, en entier, vous le considérez comme, traité ou pas? Voilà, donc c'est pas très compliqué au final. Ça, c'est sur la partie temps réel. Donc là, avec cette solution-là qu'on a déployée en prod, aujourd'hui, on a quelque chose qui fonctionne et qui capte bien tous les événements qu'on a sur le temps réel. Quand on fait du CDC, il y a des fois une autre problématique qui se pose, c'est la partie reprise de l'historique. Si par exemple au 1er janvier 2024, j'ai déployé en prod ma solution de CDC, tous les changements qui ont lieu à partir du 1er janvier 2024, je vais les retrouver dans ma base de données Elasticsearch, je suis content. Par contre, dans ma base de données Elasticsearch, j'ai aussi besoin de récupérer de la donnée qui était, l'historique, de mes clients, de, leur activité de 2023, 2022 et cetera. Et donc la problématique se pose de savoir comment est-ce qu'on fait pour réinjecter l'historique des données qu'on a déjà dans la base de données. Ces données-là, elles sont dans la base, elles sont pas dans la binlog. D'accord. Tout le monde n'a pas besoin de reprocesser l'historique, hein, forcément, ça va dépendre des cas d'utilisation métier de chacun, mais nous, en l'occurrence, on en avait besoin. Donc, Debezium fournit des fonctionnalités de snapshot, on appelle ça de snapshot, donc c'est aussi pour ça qu'un outil packagé nous intéressait, c'est qu'il traitait cette partie-là. Et donc jusqu'à assez récemment, il y a, Debezium implémentait une seule façon de faire, des snapshots. C'est ce qu'ils appelaient les snapshots full au final. Je vous passe les détails, d'implémentation, mais au final, ce qu'il faut en retenir, c'est que, un snapshot Debezium full a un gros inconvénient. C'est que s'il y a le moindre problème pendant le snapshot, vous êtes bon pour recommencer de zéro. Ce qui peut être acceptable si vous avez, pas énormément de données, qu'un snapshot ça prend, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, allez même 2 jours, voilà, en croisant un peu les doigts, ça passe, on relance, on peut s'en sortir. Quand vous avez beaucoup de données, nous on avait estimé que sur certaines des tables, pour les paiements, on était plus proche, de la trentaine de jours, pour, faire la réingestion de l'intégralité de l'historique. Donc là, il fallait partir du principe que, il n'y avait aucun problème sur, le mois à venir, pendant la reprise historique, sinon on était bon pour tout recommencer. Donc la maille en fait, sur laquelle faire le snapshot et le risque induit par ce snapshot, ça nous semblait assez peu viable en fait. On s'est rendu compte qu'on ne devait pas être les seuls, puisque c'est, Shopify qui a fait une contribution sur Debezium, il y a peut-être un an, un peu plus d'1 an je dirais, pour gérer des snapshots, incrémentaux. Donc les snapshots incrémentaux, l'objectif, c'est de pallier les défauts principaux du snapshot full. Ça veut dire d'avoir un contrôle beaucoup plus important sur le snapshot. Ça veut dire vous pouvez le déclencher quand vous voulez, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. S'il se crache, il va reprendre là où il avait crashé. Donc c'est quand même beaucoup plus rassurant. Donc ça nous correspondait beaucoup mieux, donc on l'a testé et on s'est heurté à quelques problèmes. Donc il y a un problème qui nous est propre, c'est que nous, Debezium, on l'a intégré non pas à une base MariaDB, primaire, mais une base de données MariaDB secondaire, donc accessible uniquement en lecture. Et Debezium, pour les snapshots incrémentaux, il a besoin d'avoir des accès en écriture, il a besoin d'écrire dans certaines tables pour pouvoir faire fonctionner ce mécanisme-là. Donc déjà, ça nous embêtait un petit peu. L'autre point, on s'est rendu compte que les requêtes SQL qui généraient pour snapshotter n'étaient pas efficaces. Sur certaines de nos tables, on avait beaucoup de données, on s'est retrouvé avec des requêtes SQL provoquées par Debezium qui provoquaient des slow queries assez importantes.
Donc, on n'a pas creusé plus que ça, mais on s'est dit que c'était pas forcément, tout à fait mature. Et l'autre problème, c'est que maintenant qu'on a fait une application custom autour de Debezium, bah, la manière de gérer le snapshot et le temps réel, c'est un peu différent. Et donc, dans notre code, on s'est retrouvé un peu à avoir des if else, if snapshot, else un petit peu partout. Donc, c'est un petit peu dommage aussi. Donc, on est parti aussi sur une solution où on a réimplémenté en grande partie, enfin réimplémenté, on a implémenté un snapshot vraiment taillé sur mesure par rapport à ce qu'on avait besoin de faire. Donc on est reparti de l'idée du snapshot incrémental qui était proposé, mais on l'a adapté par rapport à nos propres besoins. Donc comment ça fonctionne? Donc pour faire snapshotter, celui qui va snapshotter, nous, c'est le composant qui s'occupe du temps réel. Donc on lui envoie un signal à un moment donné. C'est une simple requête HTTP à lui envoyer, hein. Comme on est sur Spring Boot, on peut se rajouter des endpoints d'administration avec Actuator assez facilement. Donc on a rajouté des endpoints qui permettent de lancer des snapshots à la demande. Des snapshots un peu métier, ça veut dire qu'on est capable de passer des filtres assez précis. On est capable de dire, je veux snapshotter que les paiements qui sont entre telle date et telle date, que pour le moyen de paiement PayPal et que pour tel client, par exemple. On peut être assez fin sur ce qu'on souhaite faire. Et donc, quand on envoie ce signal-là à notre composant temps réel, notre composant temps réel va aller rechercher dans la base de données l'intégralité des paiements qui sont concernés par cette requête, les identifiants de paiement, et les mettre dans un topic Kafka. C'est la partie Payment IDs to Snapshot que vous voyez en bas. Et ensuite, on a notre boucle temps réel qui, elle, tourne en continu et qui va recevoir des événements de Debezium sur le temps réel. Et on est parti sur une logique de se dire, on va, quel que soit le volume d'événements que nous envoie le temps réel, on va limiter la taille du lot qu'on est prêt à traiter et à envoyer dans Kafka. Donc là, je pars sur un principe où on est prêt à traiter et envoyer dans Kafka 1000 paiements à la fois, à chaque itération, d'accord? Et donc l'idée, c'est de se dire, si le temps réel, si Debezium m'envoie 350 paiements dans cette itération-là, ça veut dire que j'ai de la place pour mettre 650 paiements que je vais pouvoir dépiler de mes éléments d'historique que je souhaite récupérer. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on est capable de faire cohabiter le temps réel avec la reprise historique et d'éviter de provoquer trop de problèmes sur le temps réel quand on lance une opération de snapshot. Ce qui était aussi un des risques qu'on avait envisagé. Donc là, au final, ça permet de lisser au cours du temps, en fonction de l'activité temps réel, l'historique. Parce qu'en règle générale, les données temps réel ont plus de valeur que les données d'historique. Plus on remonte dans le temps, moins la donnée est utilisée au final par les clients. Donc avec ce fonctionnement-là, on a exactement ce qu'on veut, on a plus de problème de cohérence, on est capable de déclencher, d'arrêter, de mettre en pause, de faire reprendre quand on souhaite le traitement. On gère la partie conflit avec le temps réel, il n'y a pas de problème. C'est vraiment dimensionné sur mesure et surtout ça nous a permis d'obtenir une seule base de code puisqu'au final que les changements sur les paiements proviennent du temps réel ou d'éléments d'historique à synchroniser, la finalité est la même, on les traite de la même manière et on les envoie dans Kafka de la même manière. Donc ça, c'est la solution qu'on a, voilà, qu'on a déployée actuellement en prod et qui fonctionne. Un dernier slide sur nos constatations, on va dire, et quelques questions auxquelles je pourrais essayer de répondre. Donc déjà, selon nous, est-ce que le CDC est une bonne solution? Pour nous, oui, malgré tous les déboires qu'on a eu avec. Si vous recherchez la fiabilité, l'assurance que vous n'avez pas de désynchronisation de données entre vos systèmes, oui, le CDC est clairement une bonne solution. À mitiger peut-être par rapport au ticket d'entrée. Ça veut dire que Debezium en lui-même, c'est pas compliqué à déployer, c'est pas compliqué à configurer. Par contre, Debezium, il vient avec Kafka. Ça, c'est pas négociable. Donc si vous n'avez pas de Kafka dans votre écosystème, ça veut dire que la mise en place de Debezium va tirer la mise en place de Kafka et l'expertise qu'il faut pour être capable de l'exploiter avec. Sur Debezium lui-même, est-ce que c'est une bonne solution? La réponse est oui, honnêtement, comme je vous le disais, il n'y a pas énormément d'implémentation de CDC. Le cadre est complet, ils ont un bon niveau d'abstraction sur le framework. Donc même à être intégré sous forme de librairie, vous êtes suffisamment découplé de la partie bas niveau, qui est la lecture de la binlog, vraiment pour raisonner sur quelque chose de plus simple. Ça supporte pas mal de bases de données aujourd'hui, donc c'est eux qui se tapent l'effort d'implémentation de supporter les différents formats de binlog entre du Postgre, du MySQL ou autre. Est-ce que c'est utilisable en prod Debezium? Oui, tel quel, si vous êtes dans un cas favorable. Donc si vous faites une nouvelle application, vous allez avoir les mains beaucoup plus libres pour peut-être adopter par exemple un pattern outbox si réellement vous préférez capter que des événements métiers.
Si vous avez un modèle de données qui est plus simple, avec des données qui sont beaucoup plus, regroupées de manière atomique dans une table, ça va fonctionner de manière beaucoup plus simple aussi. Et peut-être vous êtes simplement aussi tolérant à des données qui seraient brièvement incohérentes. Voilà, il y a des use cases métiers sur lesquels, l'incohérence, brève de la donnée n'est pas un problème. Est-ce que la solution Lyra représente l'état de l'art? Nous, on est très fiers de ce qu'on a fait, je vous le cache pas, mais non, c'est pas l'état de l'art, c'est simplement, nous, la solution qu'on a trouvée, qui répondait le mieux, à nos besoins et qui ne tirait pas une complexité, inouïe aussi, qu'on ne se voyait pas maintenir dans le temps. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez des questions,